Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Syrie, le conflit sans fin. On en parle avec mes invités, la journaliste grand reporter au Monde, Cécile Aignan, ancienne correspondante à Beyrouth, auteure cette année de Le fil de nos vies brisées chez Anne Carrière, un livre au plus près de la société syrienne, et d'une exposition Alep Machine à voir jusqu'au 3 novembre, présentée à l'occasion de la 26e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, édition qui s'est achevée hier. Bonjour Cécile Aignan. Bonjour. Reporter de guerre et rapporteur de guerre. Rapporter la guerre, c'est la raconter, dites-vous, Patrick Chauvel. Avec nous également le photographe, donc, et correspondant de guerre, Patrick Chauvel. Prix photo et prix du public, doublement récompensé samedi à Bayeux, pour son travail sur la Syrie et la fin de Baghouz. Sur les routes depuis 68, Vietnam, Iran, Liban, Afghanistan, il a couvert 50 ans de conflit et vient de faire don au mémorial de Caen de près de 400 000 de ses photos. Il en expose actuellement une partie sur les murs de la maison de la radio, 50 ans sur le front, à voir jusqu'au 25 octobre. Bonjour à vous, Patrick Chauvel. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. On est donc au lendemain de l'offensive turque dans le nord de la Syrie, qui a débuté il y a 6 jours aujourd'hui exactement. Une communauté internationale qui désapprouve, mais Ankara qui reste déterminée. À quoi, quel est le but, Cécile Aignan, recherché par la Turquie avec cette offensive contre les Kurdes de Syrie ? C'est un but qui n'a rien de nouveau. Hein. C'est une guerre vieille de 40 ans qui oppose la minorité kurde à Ankara. Et on est dans des événements qu'on aurait pu prévoir quasiment si on suit l'histoire du conflit syrien et comment les minorités ont été instrumentalisées par les uns, par les autres, par nous, occidentaux, et par les autres puissances extérieures. Et là, on est face à la énième tragédie d'un drame commencé il y a 8 ans. Idlib, c'est la dernière province qui échappe encore au contrôle de Damas. Ça reste un territoire stratégique, cette bande que la Turquie entend reconquérir ou conquérir tout court. C'est un territoire stratégique. De toute façon, c'est un territoire stratégique et c'est un territoire où on savait dès le départ que tout se passerait mal, puisque toutes les villes qui ont été reconquises par l'armée syrienne de Bachar el-Assad, à chaque fois que les habitants en ont été évacués de force, ils ont été dirigés dans ce bout de territoire. C'est-à-dire en gros que tous ceux qui le dérangeaient, tous ceux qui le considéraient comme des habitants, on va dire, pas indispensables à sa société, se sont retrouvés confinés dans une seule petite poche sur laquelle nous, occidentaux, avons décidé de laisser la main à la Turquie, à la Russie, aux Iraniens. Et avec les conséquences d'aujourd'hui, c'est-à-dire des bombardements quotidiens, et avec une stratégie qu'on a vue et revue depuis 8 ans, c'est-à-dire où les hôpitaux, les écoles, entre autres, sont bombardés, où des millions de civils sont là, c'est-à-dire sans parler des objectifs militaires et géostratégiques, on est dans un drame humain permanent depuis 8 ans. Et ce qui se joue là-bas, c'est ce qu'il s'est joué précédemment à Alep, que vous racontez, Cécile Aignan, dans ce livre, Le fil de nos vies brisées, et dans cette exposition à voir en ce moment à Bayeux. Et vous aussi, Patrick Chauvel, avec ce qui s'est passé à Baghouz, dont vos clichés, vos photos nous reviennent, des clichés pris entre février et mars dernier. C'était le dernier bastion de Daesh, situé au bord de l'Euphrate, à proximité de la frontière irakienne. C'est toujours la même guerre de territoire et de pouvoir. C'était le dernier bastion de Daesh, enfin des étrangers de Daesh. Parce que les membres de Daesh qui ont fui et qui ont fini jusqu'à Baghouz, au fur et à mesure, ils rejoignaient leur famille dans le pays ou leur région. Les seuls qui n'avaient pas de famille ou de village ou de désert à retrouver, c'était les étrangers. Donc il y avait pratiquement que des étrangers à Baghouz. Donc c'est loin d'être la fin de Daesh. C'est la fin d'une partie de Daesh. Puis de toute façon, il se métastase dans tout le pays. Donc, mais moi, ce qui me dégoûte, c'est cette lâcheté continuelle des États qui se servent en fait des minorités dans les pays. Ça a été la même chose avec les Harkis en Algérie. Ça a été la même chose avec les Hmong au Vietnam. Et ça recommence maintenant avec les Kurdes. Donc je ne sais pas à quel moment on va arrêter d'être lâche.
et de se servir des gens. Et quand on a fini de s'en servir, on les laisse tomber. Apparemment, en Syrie, il vaut mieux être l'ami des Russes, hein, parce qu'eux, ils lâchent pas leurs amis. Bon, d'accord, ils ont une base sur place, mais je sais pas. Je pense même aux soldats français que j'ai vus là-bas, les forces spéciales, qui faisaient tout pour aider, supporter les Kurdes. Ils doivent être dans un état de rage absolu, parce que c'est comme si on les abandonnait eux aussi. Alors, les Kurdes vont se retourner vers Bachar. C'est-à-dire que les Kurdes, déjà à l'époque, le YPG me disait, si vous nous lâchez, on est déjà en négociation avec Bachar pour faire un bataillon kurde intégré à l'armée de Bachar. C'est déjà en train de se faire. Voilà. Les négociations ont lieu ce ouais. matin, ont commencé hier. On est exactement dans le scénario que Patrick vous décrit. C'est de la lâcheté. La lâcheté, c'est presque un état passif, ou c'est une forme de cynisme, des jeux stratégiques entre grandes puissances qui est en train de se dérouler là et qui se font, comme souvent dans ces situations, vous le disiez, vous avez l'un et l'autre couvert pas mal de conflits au détriment des populations et des alliés qui sont des forces d'appoint à un moment ou à un autre sur un grand échiquier. C'est même pas du cynisme, ils s'en foutent, quoi. Ils règlent les choses entre eux. Et puis je crois pas une seule seconde aux déclarations qui disent on est scandalisé, enfin moi ça n'a pas plus d'effet que le pape, quoi. Tout le monde est scandalisé, mais il se passe rien. Je pense même qu'il y a eu des accords au préalable. Non, je pense qu'on se fout complètement des Kurdes et c'est pas bien, quoi. Pour vous, aujourd'hui, l'Europe devrait réagir, voire intervenir, comme on appelle notamment un collectif mené par Bernard-Henri Lévy. C'était dans les pages du Monde, votre journal, Cécile Lignon, ou encore l'écrivain Patrice Franceschi, qui dans le Figaro estime que tout ça, ça ressemble à s'y méprendre à l'étrange défaite de Marc Bloch. Abandonner les Kurdes serait une faute morale et politique. Est-ce qu'il faut intervenir et sous quelle forme, puisque les manifestations d'indignation ne vous convainquent pas et ne suffisent pas assurément à provoquer une réaction? Bon, l'indignation n'a jamais fait gagner une guerre, hein. Non, je pense qu'il faudrait... Les Américains n'auraient pas dû partir, parce qu'à partir du moment où, comme on dit, there's boots on the ground, personne bouge, hein. Les Kurdes n'auraient pas osé flinguer une dizaine d'Américains dans un bombardement un peu éparpillé. Les Français, on n'a pas les moyens de contrer l'armée turque militairement. Enfin, pas... Il faudrait envoyer beaucoup d'hommes. Je veux dire, donc, il faudrait garder la présence des soldats américains et français à l'endroit où c'est bombardé, mais on ne va pas le faire. Donc, je pense que les mesures économiques fortes empêcheraient la Turquie de continuer. Mais en interdisant les ventes d'armes à partir d'aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien, parce qu'ils ont des armes pour 10 ans, de toute façon. Donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'armes pour battre les Kurdes. Je veux dire, c'est l'armée turque... Les Kurdes ne peuvent pas résister. Ils résistent le mieux qu'ils peuvent et ils sont courageux. Ils ont déjà perdu pratiquement 80 jeunes, ce qui est beaucoup pour les YPG. Ils ne sont pas très nombreux quand même. Ils sont face à une armée suréquipée avec des tanks. Alors les YPG, c'est les miliciens kurdes, des unités de protection du peuple considérées par Ankara comme des terroristes. Et donc à ce titre, aujourd'hui, c'est ce qui justifierait notamment l'intervention d'Ankara aujourd'hui, en plus de l'idée de rapatrier les réfugiés syriens aujourd'hui en Turquie, Cécile Lignon. Non, mais moi aussi, je vais pousser mon coup de gueule et de foutage de gueule général, parce que l'histoire nous le montre, et l'histoire toute récente, on n'a même pas besoin de parler de l'Algérie. En 2013, il avait été dit, proclamé haut et fort qu'une attaque chimique serait la ligne infranchissable où l'indignation cesserait pour qu'il y ait une réaction. On a vu que la France a essayé, qu'elle n'a pas été suivie du tout, donc personne n'a rien fait. C'était franchement ouvrir les portes de l'enfer et ouvrir aussi cette porte à toutes ces divisions ethniques dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de Kurdes. Bon, dans les YPG, il y a aussi des Arabes syriens. Je trouve toute l'histoire d'autant plus dramatique que ces combats ont commencé dès 2013, que la population syrienne, qu'elle soit kurde, arabe, druze, alaouite, sunnite, chrétienne, ont payé un terrible tribut, y compris militaire. Si je reprends l'exemple d'Alep, ce sont l'opposition armée qui l'en a chassé de la ville en une semaine de combat, qui les ont pourchassés dans la province. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'armée de Bachar en a profité pour bombarder la ville deux fois plus fort. Je suis
attristé dans le discours là qu'on voit, d'en venir à faire des séparations comme ça entre minorités, sachant que tout a commencé dans une révolution pacifique et unitaire où chacun en appelait à l'autre communauté, et que ça a fonctionné très peu de temps grâce à la politique du pire, la politique du chaos menée par le président syrien. Et que voilà, on ne me fera pas dire que l'homme d'un Syrien kurde vaut plus que celle d'un Syrien arabe ou que d'une autre minorité. Et tout ça, c'est vraiment cette série de non-intervention, cette série de détourner la tête qui nous amène à cette espèce de recommencement ignoble où on prépare les prochains conflits à venir et puis les conflits internes à venir. Parce qu'en effet, là, les Kurdes sont dans une situation tellement catastrophique qu'ils ont le choix entre mourir ou s'allier avec le diable. Donc voilà, le pire est en train de se produire sous nos yeux. Et selon moi, voilà, les racines sont profondes et la lâcheté, et sur ce conflit précisément, elle est prouvée, ancienne, démontrée, et en voilà une des conséquences supplémentaires. Il y a à peine eu le temps d'un répit. On a le sentiment d'être dans un conflit sans fin quand même avec la série depuis 2011, depuis les premiers soulèvements populaires dont vous vous rendez compte à travers aussi l'enthousiasme des débuts des habitants d'Alep que vous avez rencontrés en exil, Cécile Aignon. Ce désenchantement qui s'est transformé en guerre civile et en conflit qui a amené aussi l'exil ou la mort pour beaucoup. Vous rentrez tous les deux de Bayeux, où vous avez rencontré beaucoup de vos confrères, correspondants de guerre, journalistes ou photographes. Ce terrain d'opération syrien, tel qu'il est perçu aujourd'hui par les stratèges, qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Qu'est-ce qui est particulier en Syrie, Patrick Chauvel ? D'abord, pour revenir les Turcs les appellent des terroristes, on est toujours le terroriste de quelqu'un. Je veux dire, les Allemands appelaient la résistance des terroristes. Il suffit de gagner la guerre pour devenir un résistant, quoi. Et puis bon, nos gouvernements, ils ont deux choix. Hein. C'est ou ce sont des imbéciles ou ce sont des lâches. Donc je leur laisse le choix. Hein. Qu'est-ce qui est particulier là-bas ? C'est que d'abord, pour la première fois de ma vie, les types qui sont en face de moi sont prêts à mourir, presque tous. Ce sont des kamikazes, en fait. Hommes ou femmes, hein. Il ne faut pas tomber dans l'erreur du genre. Les femmes de djihadistes sont des djihadistes. Il y en a qui se font exploser pendant la fouille avec leurs enfants dans les bras. Et leur discours est très radical. Et la première fois de ma vie que je tombe sur des Français qui continuent un discours de haine devant moi. Donc d'un seul coup, les gens en face de moi sont mes ennemis aussi. Alors qu'en général, en tant que journaliste, je ne suis pas investi à ce niveau-là. J'essaye de raconter l'histoire des deux côtés, le point et le contrepoint, sans m'investir, en tout cas professionnellement. Mais là, j'ai du mal. Parce que j'ai des gens qui me disent, le Bataclan, on n'a pas fait assez de morts. Enfin, c'est très compliqué de garder son sang-froid de journaliste dans ces cas-là. Donc, et puis bon, voilà, c'est une guerre où tout était prévisible. C'est quand même fou. Et de voir ces gouvernements faire un pas en avant, un pas en arrière. Et comme disait Cécile, il y a le journaliste du Monde, Laurent Van der Stock et Jean-Philippe Denuy, qui se sont auto-assiégés et qui ont pris du gaz et qui ont fait des analyses pour montrer qu'ils avaient pris du gaz. Et il y avait une ligne rouge de tracer. C'est pas la peine de la tracer, c'est pour qu'elle serve à rien. Je veux dire, il ferait mieux de se taire à ce moment-là. Donc, on voit nos gouvernements s'indigner et il se passe rien, quoi. Mais là encore, il y a beaucoup, en ce moment même, sur cette offensive turque, beaucoup de lignes rouges qui ont déjà été énoncées, notamment par les Américains, et qui sont déjà dépassées, et rien ne se passe. Non, mais là, on est au sommet de l'imbécilité et de la lâcheté. Bon, avec Trump, on n'est pas forcément sidéré, mais chez nous, j'aurais pensé qu'on aurait... Parce qu'on a quand même une expérience de l'histoire qui fait qu'on a regretté et souvent critiqué nos propres décisions pendant les guerres de colonie ou la fin des guerres de colonie. On a admis qu'on n'aurait pas dû faire ceci et cela et on recommence. Donc je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Ou alors c'est un accord qui a été fait dès le départ et que tout le monde est d'accord pour que les Turcs rentrent à l'intérieur et ça a été prévu depuis longtemps et c'est des fausses indignations. En fait, on est le gouvernement par une bande de comédiens qui mériteraient un Oscar, quoi. Et c'est pas en allant sur place qu'on peut le savoir, qu'on peut vérifier ? Sur place, on est avec des individus, des gens, et c'est plus difficile d'avoir
la vision au large, on discute avec les gens, mais on comprend très vite que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas noir et blanc, je dirais. Moi, quand j'étais à Baghouz, l'offensive se faisait avec des Arabes et des Kurdes ensemble. Mais à un moment donné, les Arabes parlaient à des gens de Daesh la nuit, qui étaient juste en dessous de nos lignes. Et je disais, mais comment ça se fait que tu lui parles? Et il me disait, c'est parce que c'est mon cousin, en fait. Et en fait, les Arabes qui étaient alliés aux Kurdes se battaient pour récupérer leur territoire à eux. Et donc c'était un combat d'opportunité ponctuel. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas changé de camp après. Et si on ne comprend pas les difficultés et les finesses de la région, où chaque région, chaque tribu peut s'allier à un moment donné avec les Kurdes, mais ça ne veut pas dire que ce sont nos alliés pour la suite. Ça dépend vraiment de notre politique. C'est assez fin, je veux dire, c'est compliqué. Moi, je me rappelle qu'en Afghanistan, il y a un type qui avait fait remarquer, c'était un commandant, il m'avait dit « ton ami est stupide ». J'étais avec un jeune journaliste anglais, je lui ai dit « pourquoi tu dis ça ?» Il m'a dit « parce qu'il dit tout le temps la vérité ». Donc voilà, donc j'ai assez vite compris qu'il faut être dans la subtilité et essayer de comprendre ce qui se passe. Et vous, avec vos photos, vous dites la vérité? Je dis ce que je vois, moi. Donc c'est une vérité ponctuelle. Une photo ne peut raconter que ce qu'elle voit, et en plus avec l'éducation que j'ai, mon œil à moi. Mais c'est pas très grave. Les journalistes, c'est une chaîne de gens. On est une sorte de collectif. Il y a des journalistes syriens, il y a des journalistes de l'autre côté, il y a des journalistes anglais, allemands, irakiens, australiens. Et tout ça arrive dans les rédactions, et la rédaction fait le tri. C'est pas que mes photos. Vous avez été tous réunis une fois encore ce week-end à Bayeux et vous avez pu discuter de toutes ces réalités, de toutes ces situations, mais aussi du sens de vos métiers. Là, il y a déjà des journalistes du monde entier, mais français notamment, qui sont repartis sur le terrain. Aurélien Colli pour Radio France, qui sont sur ce territoire aujourd'hui qui est menacé par cette offensive turque dans le nord de la Syrie. Cécile Lignon, je ne sais pas si vous allez y retourner, si vous pensez le faire, et vous, Patrick Chauvel. Mais quel est le sens à donner à vos métiers dans ce type de situation? S'il y en a un qui retournera, ça sera Patrick. Moi, c'est la Libye m'a coûté mes dernières possibilités physiques. Je peux plus courir ou monter un escalier. Je vais certainement pas aller courir sous les bombes. Malheureusement, donc il faut trouver d'autres moyens de rapporter, d'autres moyens de vérifier, d'autres moyens et puis encourager les collègues, et puis être avec eux. Mais en ce qui me concerne, personnellement, je n'irai pas là-bas. Je le regrette, mais ça fait partie aussi des risques du métier, on va dire. Et là, j'ai passé ma ligne rouge à moi, en l'occurrence. Mais pour ceux qui y vont, ceux qui prendraient ce risque-là, quel sens? Mais c'est très important, le sens, parce que si vous n'êtes pas au plus près, si vous n'avez pas la parole de ceux qui vivent les choses, on est forcément dans le commentaire politique ou idéologique, et on perd toute notion de ce qui reste fondamental, c'est-à-dire de l'être humain en temps de guerre. On ne peut pas parler que de politique, géostratégie, armées qui s'affrontent. Ce sont des individus qui, comme le rappelait très bien Patrick, ont des cousins, ont des familles, ont des jardins, ont des territoires, ont chacun individuellement des objectifs qui diffèrent les uns des autres, et tout ça amène à un fouillis que peut-être personne ne désirait au départ, mais qui devient extrêmement compliqué à la fin. Et en l'occurrence, là, ce qu'on voit, c'est que c'est tout ce bazar, on n'a mis que de l'huile sur le feu, et que les choses ne peuvent pas aller dans le bon sens. Aujourd'hui, là, on est vraiment face à une situation de gens pris dans un étau où il n'y a que deux pires des solutions, quoi. Donc, il n'en reste pas moins que le travail de terrain reste la base, si on veut garder en tête que il ne s'agit pas seulement de géostratégie ou d'intérêt ou de territoire, mais de gens, de femmes, d'enfants. Il ne faut pas être manichéen. Certains sont des salopards, certains sont des gens tout à fait respectables, certains sont éduqués, d'autres ne le sont pas. Certains sont innocents parce qu'ils viennent de naître, et tout cela vivent des conflits, parfois de façon totalement involontaire. Et c'est quand même le but
des reporters de remettre l'humain et l'humanité au cœur de ces tragédies. S'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de crime. Donc on est d'abord là aussi pour ça. On ne travaille pas forcément que pour la presse, pour le news. On travaille aussi pour la mémoire collective, pour le futur TPI, qui va sans doute condamner les gens définitivement, peut-être dans 10 ans, mais c'est pas grave. Au niveau de l'histoire, le temps n'est pas très important. Et donc déjà ça, c'est important. Après, est-ce qu'on sert à quelque chose ? De rien faire, c'est sûr. C'est documenter le quotidien et c'est archiver aussi. Documenter le quotidien, archiver, être des témoins directs. Voilà, parce qu'on incarne aussi le conflit puisqu'on en vient. Donc on peut parler directement. Pour nous, le conflit, c'est des visages, c'est des noms. Et comme dit Cécile, c'est des personnes, c'est pas des chiffres. On en parle avec vous jusqu'à 13h30. France Culture, il est 13h17 avec nos deux invités, la journaliste, grand reporter au Monde Cécile Aignon, qui a publié cette année Le fil de nos vies brisées chez Anne Carrière et qui expose en ce moment Alep Machine jusqu'au 3 novembre à Bayeux. Et avec vous, Patrick Chauvel, doublement récompensé à l'occasion des rencontres de Bayeux, Calvados, des correspondants de guerre, pour vos photographies. Vous êtes l'un et l'autre avec nous jusqu'à 13h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Katid, Waad al-Katid, Cécile Aignan, c'est le nom de la réalisatrice syrienne que vous avez rencontrée en 2017 et qui vient de réaliser un film en salle depuis mercredi pour Sama, film Œil d'Or au dernier festival de Cannes, où elle raconte le destin tragique de sa ville pendant la guerre. On va écouter un extrait de son témoignage à elle, racontant ce qu'elle a voulu faire avec ce film. Malheureusement, nous ne faisons plus confiance à aucun pays. Toutes les promesses sont nulles et vaines pour nous. L'Iran, la Russie, même la Turquie, qui au début était en quelque sorte un pays ami, n'a pas tenu ses promesses. Moi, je fais confiance aux gens, aux Syriens. D'ailleurs, aux téléspectateurs qui sont affectés, touchés par mon film et qui viennent après le film me dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, pour les Syriens. Donc, c'est les seuls individus dans lesquels j'ai confiance. Là encore, en Syrie, c'est l'histoire collective qui est en train de s'écrire, mais le parti pris de votre livre, notamment Cécile Aignan, c'est de resserrer la focale, de rembobiner le fil des vies brisées, des personnes que vous avez pu rencontrer, qui venaient d'Alep, toutes, ce que la guerre fait aux hommes, ce que la guerre fait aux femmes. On entendait à l'instant la réalisatrice Waad al-Kateb, que vous avez rencontrée, vous, en Turquie, en 2017. Cécile Aignan parlait de cette confiance qu'on ne sait plus... dont on ne sait plus quoi faire, qu'on ne sait plus où placer quand on est dans la situation de ces hommes et de ces femmes qui ont tout vu depuis quelques années. Ce qui est passionnant avec le documentaire de Waad al-Kateb, c'est qu'elle est vraiment au centre de la matrice. C'est-à-dire c'est une caméra qu'elle pose autour d'elle sans aucun parti pris parce que pour elle, déjà, elle avait quasiment la certitude, comme presque tous ceux avec elle, qu'elle n'en sortirait pas vivante. Et c'était exactement ce que disait Patrick, c'est-à-dire à la fois des preuves, des témoignages des crimes, et aussi des témoignages de vie, c'est-à-dire des témoignages de leur résistance à eux. Et là, je ne parle pas de Jean Moulin, je parle de la résistance qui consiste à croire au lendemain quand vous avez une pluie de bombes qui s'abat sur vos têtes et quel acharnement ils peuvent mettre à essayer de sauver une vie. Une vie quasi, qu'on pourrait dire, cyniquement improbable vu les circonstances, mais avec quel acharnement les médecins vont essayer de la sauver. Parce que, et ça c'est, je cite le docteur Hamze, le mari de Waad, ils se sont rencontrés pendant la guerre, ils sont tombés amoureux, ils ont eu un enfant
pendant le siège à Alep, qu'il n'y avait pas plus bel acte de résistance que de rester vivant, tellement la brutalité des bombardements, surtout après l'arrivée des bombardements russes, à tel point il était difficile de vivre, que c'en était le dernier bras d'honneur qu'il pouvait envoyer à ce régime était de continuer à croire en la vie, aussi à rigoler, à s'aimer, à partager un fruit découvert alors qu'il n'y avait plus de nourriture dans cette cité, et que comment ces petites choses, ces choses qui nous paraissent si naturelles, qui peuvent disparaître en temps de guerre, peuvent être ramenés comme des trésors, ou que certains actes de solidarité deviennent des actes d'amour sublimes, on pourrait dire. Comment ils transcendent la guerre et la mort. Comment on vit en guerre, en fait. Pas seulement comment on meurt, mais comment on vit. On ne traverse pas une guerre sans amour. C'est encore une de leurs citations. La mort, c'est passer de l'autre côté du soleil, avec cette expression qui revient souvent, et la vie qui continue, même dans Alep détruit, bombardé. Patrick Chauvel, vous avez dit, je pars à l'aventure, je tombe nez à nez avec la guerre, elle est violente, terrible, injuste, dégueulasse, mais elle est aussi puissante, elle fait ressortir ce qu'il y a de pire, mais aussi ce qu'il y a de mieux dans l'homme. Et ça, c'est des mots, c'est une idée de la guerre qui révèle la vraie nature des hommes, que l'on retrouve aussi, Cécile Aignan, à travers les témoignages d'habitants d'Alep que vous avez pu rencontrer. Hein. Cette idée que la guerre révèle aussi des vies et des natures humaines. Bien sûr, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là-bas, c'est pour ça qu'on raconte. Et ce qui est formidable dans l'expo qui a été faite par Marie Soumala et Cécile Aignan à Bayeux, c'est qu'il y a ce dialogue entre la peinture, les photos et les textes. Et d'un seul coup, on est pris par l'art. L'art est au service de la presse à ce moment-là, le talent de l'écriture, l'art c'est un Portugais, hein, je crois qu'il y a... Oui. Comment il s'appelle ? Sur le Guernica. Gorgola. Ouais, il a fait... Voilà, Il a fait un Aleponica, inspiré du Guernica de Picasso. Et ça parle tellement parce que ça renvoie à... Moi, ce que j'ai écrit sur mon casque, quand j'en mets un, il y a marqué SSDD, Same Shit, Different Day, quoi. La guerre se répète, elle bégaye, mais elle est là. Elle est là et elle nous met au défi de nous passer d'elle. Et pourtant, on la connaît bien, mais pas assez, visiblement, pour l'arrêter. Donc, notre métier, c'est aussi d'essayer de faire comprendre aux gens qui n'ont pas l'occasion, la chance, enfin, je ne sais pas comment le dire, qui n'y sont pas, en tout cas. Peut-être qu'on devrait obliger nos politiques à faire un stage sur un front et y réfléchiraient différemment après. Je sais pas, moi je vois Porte de la Chapelle, je vois des familles syriennes. Alors il y a des gens qui disent que c'était peut-être pas des Syriens. Alors, je dis peut-être, mais s'ils sont là, assis au bord du périphérique, en train de bouffer des gaz d'échappement pour faire la manche, de toute façon ils sont dans la merde. Donc faut les aider, qu'ils soient syriens ou pas, parce que c'est quand même le résultat de tout ça et ça commence à se voir ici. C'est quand même un visage. C'est pas beau, c'est pas beau de voir ça. C'est comme un visage qui d'un seul coup a des stigmates d'horreur qui apparaissent parce qu'il a pas été bien dans sa vie, quoi. Et la France commence à se déformer avec ces réfugiés qui arrivent. Et c'est les résultats de cette politique de lâche, quoi. Où il faut être ferme à un moment donné. Il faut surtout tenir sa parole, quoi. Je tourne un peu en rond, hein. J'ai un peu de mal parce qu'en fait, j'ai vraiment les boules, quoi. Mais la guerre, ça me met en colère, de toute façon. Donc je ne décolère pas depuis 68. Mais là, ça se rapproche. Récemment, j'étais en Ukraine, c'est à 2h30 de Paris. Il y a 800 km de tranchées. On n'en parle pas. Donc je veux dire, dans une période où l'information est ultra rapide, partout, y compris les fake news qui se mélangent, évidemment, qui sont un problème pour nous. Mais on ne peut pas dire qu'on ne savait pas aujourd'hui. On peut dire, j'ai pas envie de savoir. Et à ce moment-là, on est responsable de ce qu'on ne sait pas. Moi, je fais ce métier pour plus entendre, on ne savait pas. Et j'ai du mal, parce que j'ai l'impression que... Pourtant, je vois que des gens qui regardent leur téléphone dans le métro et partout. Ils ne se parlent même pas. Donc, normalement, ils devraient voir nos informations. C'est dans les téléphones, c'est partout. Mais ils se sentent probablement impuissants. Ce que vous avez dû ressentir, vous aussi, Patrick Chauvel, et vous, Cécile Aignan, peut-être L'impuissance et l'indifférence, c'est deux choses très différentes. Ce qui était bien dans cette initiative de la ville de Bayeux de donner la place à des artistes
qui ont été trouvés avec tout le talent de Marie Soumala, c'était justement de convoquer aussi ce que sont les hommes, c'est-à-dire pas seulement l'image frontale de la guerre, mais leurs émotions, leurs rêves, la nostalgie d'un monde perdu, de comprendre aussi ce qu'il y a avant l'exil, avant justement ces gens qu'on trouve dans nos rues, et comprendre qu'il y a une valeur un petit peu universelle du ressenti par rapport à, par exemple, des dessins d'enfants qui ont été ramenés d'écoles d'Alep et qui étaient affichés comme ça en grand sur les murs de Bayeux. Leur redonner la parole, ne pas oublier qui sont les premiers témoins, et de ne pas faire comme si les gens qui étaient là n'avaient pas une histoire, et probablement une histoire absolument effroyable, pour en venir ici, parce qu'en réalité, on est bien passé pour le savoir, il n'y en a aucun qui a envie de quitter sa maison, il n'y en a aucun qui a envie de voir ses mômes dans la rue. Ça, c'est une vision des choses qui est... enfin, je ne sais même pas comment on en arrive là en réalité. Et à l'entrée de l'exposition, il y a cette immense maquette réalisée par Mohamed, un enfant de 11 ans, qui rêvait lui d'être architecte, et qui a emporté la maquette avec lui lorsqu'il a quitté Alep, en transitant par la Turquie pour aller à Londres. En fait, c'est Ouad, encore la réalisatrice, qui a sauvé cette maquette, qui est arrivée dans un état complètement déchiqueté. Ils ont dû le passer clandestinement, comme si c'était là un genre d'arme de destruction massive. En tout cas, c'était une maquette faite de rouleaux de PQ et de papier mâché, de papier d'aluminium. Ahmed était un gamin de 11 ans qui montait parfois sur le toit de son immeuble pour constater les nouvelles destructions et les bâtiments qui disparaissaient. Il avait décidé d'en garder la mémoire. On est toujours dans la mémoire, on est toujours dans la trace, et dans la trace des vivants. Et il a reconstruit comme ça cette très imposante maquette qui est à la fois où on retrouve tous les aspects réels de la ville, les marqueurs historiques, la citadelle, les grands hôtels où étaient basés les snipers, etc. Mais aussi quand il avait oublié ce qu'il aurait aimé, un jardin d'enfants, un ciel sans avion, enfin en tout cas une vision un petit peu de l'espoir des enfants et de leur pouvoir de résistance aussi. Voilà déjà les Kurdes, on l'évoquait, qui ressentent sûrement aujourd'hui ce même sentiment d'abandon que les habitants d'Alep que vous avez rencontrés, dont Akil, qui vous disait tout le monde est blâmable dans cette situation. À votre retour, des expositions, des livres, dans le prolongement de votre travail journalistique, ça vise aussi, on l'imagine pour vous deux, à répondre à cette impression d'abandon, à ce sentiment qu'il compte sur vous aussi pour faire savoir, pour montrer, pour que d'autres ne puissent plus dire « on ne savait pas ». Cécile Aignan, cette exposition que vous avez réalisée avec Marie Soumala est donc à voir en ce moment à Bayeux. Elle s'appelle Alep Machine et c'est jusqu'au 3 novembre. Je rappelle le titre aussi de votre livre sorti au début de l'année, Le fil de nos vies brisées, chez Anne Carrière. Merci beaucoup à vous, Patrick Chauvel. De retour également du prix Bayeux, Calvados, Normandie, des correspondants de guerre, avec une exposition à voir à la Maison de la Radio en ce moment. 50 ans sur le front, c'est jusqu'au 25 octobre. Et également, bientôt à Caen, on pourra retrouver vos photos, celles que vous avez pu léguer, dont vous avez fait don au Mémorial de Caen. J'ai pas fait don, hein, elles seront logées au Mémorial de Caen. Elles seront logées. Et c'est une façon de continuer les reportages parce que les gens pourront les consulter en permanence. Près de 400 000 photos, c'est 50 ans de conflit, 50 ans d'histoire. Merci beaucoup à tous les deux et à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix avec Sophie-Catherine Gallet. Aujourd'hui à la réalisation, c'était Éric Blanchard avec Élise Le. Sophie Marty et François Bréus nous ont comme toujours beaucoup aidés. Merci à eux.